en vient aux coulisses du dernier mandat, comme vous ne les avez jamais lues. C'est l'histoire d'un homme exceptionnel qui s'est exceptionnellement planté. C'est un livre dont tout le monde parle, qu'on aime dévorer, qu'on aime un peu critiquer aussi. Néron à l'Élysée, comment il a tout gâché. C'est aux éditions Albin Michel. Bonsoir Maurice Safran. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Doménac. Vous êtes tous les deux journalistes à Challenge, éditorialistes respectivement à BFM TV et à LCI. Vous avez longuement interviewé Emmanuel Macron dès 2017 et vous êtes déçu, pour le moins déçu. Certains vous décrivent comme des amoureux éconduits. Le titre d'abord, parce que est-ce que vous brûlez ce que vous avez adoré, comme l'empereur l'avait fait avec Rome en récitant des poèmes? Il est très très dur ce titre, Néron. Ah, il est dur, mais volontairement. Hein. C'est pour moi, pour nous. Hein. Il est métaphorique, j'espère. Oui, bien sûr. Rassurez-vous. Hein. Encore que il y a des comparaisons sur... Peut-être la Ve République. Voilà, sur l'éloquence un peu surjouée des deux personnages. Du point de vue cela dit, c'est pas nous qui avons décrété qu'il avait cramé la caisse, mais à notre sens, justement, ça c'était Valérie Pécresse, et à notre sens, c'est pas seulement ça qui est en cause. Je veux dire, parce qu'on parle beaucoup, et pour cause, des problèmes de sécurité, d'inflation, de santé. Mais au-delà de ça, je veux dire, ce à quoi il a mis le feu, c'est à notre conception même du rôle du président de la République, à son rayonnement, à ce qu'il avait d'ailleurs porté à Jupiter, et puis au fond, qui est revenu en boomerang l'exercice du depuis pouvoir 2022. n'est pas du tout celui qu'il vous décrivait en Challenge. Pas seulement depuis l'échec de la dissolution. Alors, on va revenir sur les nombreux reniements que vous décrivez, parce qu'au fond, vous décrivez un homme sans conviction, pas sans qualité, parce qu'il est exceptionnellement intelligent, mais sans conviction. Il y a le narcissisme. Alors ça vous saute au visage, de chapitre en chapitre. Vous choisissez, au fond, quand on ne peut plus expliquer les choses rationnellement, en allant interviewer tous les entourages et au-delà, la psychologie. Et ce narcissisme est quasiment pathologique, à en croire un intellectuel qui l'a suivi, Alain Minc, qui lui a mis le pied à l'étrier à la banque d'affaires. Narcissique, il n'aime que lui. Je ne sais pas s'il aime que lui. Moi, moi, j'ai connu Emmanuel Macron en 2007, au moment où il était le jeune et brillant secrétaire général de la commission Attali. Le premier dîner que j'ai eu avec lui chez des amis, en 2007, il nous a expliqué à table que l'objectif de sa vie, quand il avait 16 ans, était d'être député socialiste du Nord. Donc, il se présentait à ce moment-là comme un social-démocrate. Vraiment comme un social-démocrate. Il nous a expliqué toujours au cours de ce dîner, je m'en souviendrai très longtemps, qu'il était, ça va faire rire Laurent Geoffrin, qu'il était rocardo-chevènementiste. Ça devait être le seul de France qui était rocardo-chevènementiste. Donc, c'est vrai qu'on a eu Alors ensuite, il y a eu cette idée du meilleur de la droite, du meilleur de la gauche qui nous a séduits, ça c'est vrai. Le dépassement. Mais il n'empêche que originellement, on a cru, grossière erreur, qu'il venait de la social-démocratie, et ça nous plaisait. Alors qu'il est libéral, en fait. Oui, c'est un libéral classique, dans le fond. Mais en fait, il vous a dit... Mais il y a une chose qui est frappante aussi, c'est ce que dit Minc, que vous citez dans le texte. Hein. Oui, c'est un verbatim de Minc. Qui a été son conseiller, à un moment. C'est la dépression. Ça m'a frappé. Parce que quand on est déprimé, on ne fait plus rien. En fait, on regarde le plafond et on n'est pas très actif. Quoi. Mais comment appliquer ce concept de dépression à quelqu'un qui est hyperactif? Je crois que ça s'explique très bien quand vous avez gagné une première élection présidentielle, une seconde, et que les gens vous disent que vous n'êtes pas bon, etc., et que vous commencez à vous désaimer, et qu'à partir de ce moment-là, ça devient insupportable. Je veux dire, il y a quelque chose de vous qui ne peut pas accepter ça, et qui, d'ailleurs... C'est-à-dire l'impopularité, malgré les scores électoraux. D'ailleurs, ça a été sa réaction et la réaction de l'Élysée quand on a sorti un livre précédent qui était « Pourquoi tant de haine ?». On les a mis en garde. Et c'est aussi pour ça qu'on a basculé sur quelque chose de plus fort, parce que une des raisons de l'alarme que nous sonnons, c'est qu'il a tué tous les contre-feux, les contre-fous. Il n'y avait pas au fond, les corps intermédiaires, pas d'intermédiaires, pas de CFDT, parce que pour lui, c'était un scandale que de s'appuyer sur le premier syndicat de France, etc. Donc, qu'un lien direct, au fond, les Français et lui. Mais le narcissisme, moi, je ne vous ai pas entendu, parce que il y a des mots de Hollande importants quand il dit à Anna Sarkozy, toi, tu es un égocentrique, tu as besoin du regard des autres. Emmanuel Macron n'a besoin de personne.
il est narcissique. Ça veut dire quoi? Il est ivre de lui-même? L'adjectif narcissique est celui qui est revenu le plus oui. parmi les gens qu'on a rencontrés. Qui ont travaillé avec lui. Qui ont travaillé avec lui, qui ont regardé, qui ont écouté. Des gens comme Gérald Bronner, par exemple, qui à un moment, le sociologue, a été proche d'Emmanuel Macron, puis s'est écarté à cause du narcissisme. Il y a eu quand même cette séance absolument extraordinaire à l'Élysée jusqu'à 3h du matin. Avec les intellectuels. Racontez-là. Les grands intellectuels français. Avec 30 ou 40 Ils ne peuvent pas en placer une. Il n'y a que lui. Qui n'en ont pas placé une jusqu'à 3h du mat. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, sur la dépression, c'est une bonne question, je pense, Laurent, mais sur la dépression, qu'est-ce qui explique, grosso modo, qu'à partir de la soirée du deuxième tour, de la deuxième présidentielle, il n'a commis que des erreurs. C'est ça qui est très... Il a commis 80% d'erreurs, disons. Alors, il y a cette idée... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a cette idée que ne pouvant plus se représenter, il perd le pouvoir le soir de sa victoire en 2022. Au fond, le pouvoir ne peut s'exercer que s'il est périssable, au sens où... Mais on peut le reconquérir. Là, il n'avait plus rien à conquérir. Est-ce que ça vous convainc? Oui, mais c'est une idée qui a été avancée pour plusieurs présidents de la 5e. On a souvent dit que le deuxième quinquennat de Mitterrand s'est mal terminé. Le deuxième mandat de Mitterrand s'est mal passé. Le deuxième mandat de Mitterrand s'est mal passé. Que Chirac, qui est Dieu aujourd'hui en France, on l'appelait le président fainéant. Tout le monde a oublié tout ça. Mais alors, tout le monde a eu cette disgrâce à la fin du mandat. Là, c'est pire. Qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'il n'y a pas un interlocuteur, quel qu'il soit, anti, pro, de droite, de gauche, homme, femme, etc., qui puisse trouver la moindre explication cohérente à la dissolution? Alors, on y vient. Il n'y en a pas. Il n'y a pas c'est pour ça que vous allez chercher la quand même, qui s'est révélée fausse, mais qui était logique, qui est de dire la gauche est en capilotade, elle sera trop désunie. Oui, mais il s'est planté. Et donc, il s'est planté. Oui, mais ça, c'est une erreur de calcul, c'est pas une erreur psychologique. Oui, mais calcul. Ah non, c'est une erreur politique fondamentale. Erreur plus erreur, ça fait beaucoup d'erreurs. C'est cette dissolution, votre intime conviction. Parce qu'on a l'impression, à sonder les cœurs psychologiquement, qu'en fait, il avait besoin d'une limite et qu'il a joué sa propre limite. Il s'est autodétruit. Je vais vous raconter une histoire. Le dimanche des Européennes, à 18h15 ou 18h30, on s'est retrouvés dans le bureau de Claude Perdriel, Nicolas Demenac et moi. Et on attendait les résultats. Presse, Claude Perdriel, directeur de Challenge. Et un ami proche du président de la République, M. Niel, appelle Claude Perdriel pour lui annoncer la dissolution. Mais on a éclaté de rire tous les trois. On dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme connerie? Bien entendu qu'il n'y aura pas de dissolution. C'est tellement absurde comme idée qu'il n'y aura pas de dissolution. Mais Niel venait de savoir de la bouche du président qu'il y aurait dissolution. Quand on est incompris de tous, il faut aller chercher d'autres ressorts pour essayer de créer un récit qui trouve la cohérence personnelle. Il y a un des points qu'il faut prendre en compte, c'est celui que soulève Gérald Bronner, c'est qu'il ne croit pas au hasard. Autrement dit, il pense être infaillible. Grâce à ses qualités uniquement. Uniquement. Alors que sa première campagne, il a dû beaucoup au hasard quand même. Oui. Hein. Je veux dire qu'il y a eu un certain nombre d'événements. Et donc, du coup, ce sentiment d'infaillibilité l'a fait aller contre la loi de base d'une élection, qui est que quand vous avez perdu une première élection, vous n'enchaînez pas sur une seconde. Alors, vous faites une citation, à un moment, vous dites il est tellement intelligent que... Alors, vous citez quelqu'un, je ne sais plus qui dit il prend les gens pour des cons. Mais, en tout cas, pour moins compétent que lui, et anecdote pour anecdote, moi j'ai fait une des dernières interviews qu'on a faites avec Challenge, on était 3 journalistes, il avait un grand bureau, devant lui, et derrière nous on avait tout le staff élyséen, les meilleurs conseillers, etc. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Etc. Ça a duré 2h30, il avait tous les dossiers devant lui, et il n'en a consulté aucun, il savait tout. Et nous on a réussi à poser peut-être 3 questions coupe-coupe. Personne ne l'interrompt. Il peut parler des heures. On comprend qu'il a l'impression d'avoir toujours raison. Mais c'est pas forcément qu'il n'est pas intelligent, mais simplement, où est la limite? Qui ose lui dire les choses en face à l'Élysée aujourd'hui? Il n'y a plus personne? Oui, mais on a beaucoup dit ça sur tous les présidents de la 5e. Chez le problème, Laurent le sait mieux que personne, c'est que Chirac, Mitterrand, Hollande, Sarkozy, ils étaient entourés par des cercles et des cercles et des cercles de gens plus ou moins proches, d'amis, de conseillers, de militants. Qui pouvaient leur parler. Il y avait quelque chose qui se passait. Là, c'est hors de la politique. C'est un solitaire, Emmanuel Macron. Depuis l'adolescence, il est solitaire. Personne ne peut nous citer un ami intime de... Vous reprenez tous les livres qui sont sortis sur Macron, c'est sa femme. Vous ne trouverez pas
un ami intime avec qui il va aller boire un coup. Il y a des connaissances, etc., mais il n'y a pas de... Donc, et puis, il y a une grande diplomate française qui a fait tous les sommets avec lui, qui nous a dit, mais dans tous les sommets, il écrase les autres chefs d'État. Ses homologues européens. Il est 3 niveaux. Je le trouve insupportable aussi. Et puis, à un moment, ça dérape. À un moment, ça dérape, notamment sur l'Europe, où il a été prophétique, etc. Sauf que l'Europe, ça se fait à plusieurs. Ça se fait pas tout seul, et surtout pas seule la France, dont l'arrogance repousse. Alors, et vous dites aussi il méprise ses premiers ministres, ou en tout cas, il trouve qu'ils sont pas du tout au niveau, ou il l'agace, à peine nommé, déjà agacé. Trop vite, ils font des bêtises. Avec Édouard Philippe, ça a bien marché 3 ans. Il faut reconnaître, avec Édouard Philippe, ça a bien fonctionné. Ça s'est très, 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 très mal fini, mais ça a fonctionné 3 ans. Avec Jean Castex, c'est son Premier ministre modèle. Et on continue de dire que secrètement, moi, j'ai aucun élément qu'il rêve que le successeur, le candidat centre-droit, centre-gauche, soit Jean Castex. Bon. Et avec les autres... Avec Attal, avec Bayrou, c'est rude. Avec Elisabeth Borne. Non, mais moi, j'ai une expérience. Je rencontre Emmanuel Macron dans une cérémonie au mois d'avril 2024. Donc Gabriel Attal est Premier ministre depuis moins de 4 mois. Il est Premier ministre en janvier. Il me prend dans un coin. Il me flingue Attal avec une violence et le gouvernement avec une violence incroyable. Mais c'est la seule erreur qu'il reconnaît, c'est celle d'avoir nommé Attal. L'émission n'est jamais mentionnée par Emmanuel Macron. C'est qu'il prend un journaliste dans un coin et qui fracasse, il fracasse le Premier ministre et le gouvernement qui est nommé depuis 4 mois. C'est quand même très particulier. Sarkozy faisait ça avec Fillon aussi. Exact. Enfin, qu'il a gardé 5 ans. Méchanta. Ça, c'est le surnom donné en Macronie d'Elisabeth Borne. Moi, j'ai trouvé que c'était, avec les femmes ministres en particulier, extrêmement difficile. Il y a un problème de machisme. Non. Épouvantable. C'est le boys band, quand même. Et il est dans cette culture très, très machiste. Je veux dire, d'abord, quand il recrute Madame Borne, ce qui m'a frappé, c'est qu'il ne connaissait rien d'elle. Il ne savait même pas qu'elle avait eu un père alors qu'ils travaillaient ensemble depuis des années. Les ministres du Travail, à qu'il avait un père qui lui dit je ne vous connais pas, racontez-moi votre histoire. Et puis après, il se conduit avec elle, il lui lie les mains, il l'empêche de prendre toute autonomie. Et au moment de la virer, il lui dit qu'il va la garder pour finalement changer de l'avis in extremis et lui dire si vous voulez, pour pas que ça ait l'air trop méchant, vous pouvez rester ministre de la Défense. On ne peut pas humilier les gens comme ça. Avec Rima Abdul-Malak, qui ose prendre la défense des victimes de Gérard Depardieu et critiquer l'acteur. Alors là, c'est violent aussi. Il était allé très loin dans l'affaire Depardieu. Quand il avait expliqué que Depardieu, c'était l'honneur de la France. La fierté de la France. La fierté de la France, ce qui était absolument délirant. En plus de tout ce qu'on entendait, cette ministre était une bonne ministre en plus. La ministre de la Culture. Cette ministre de la Culture était une excellente ministre de la Culture. Mais là, c'était la petite vengeance pour cette attaque contre Depardieu. Ça, c'est pas terrible. Alors moi, je voudrais vous entendre entre les intuitions de départ, les convictions, le dépassement et de droite et de gauche. Il y avait quand même un espace où, je parle sous le contrôle de Laurent Geoffrin, mais entre le centre-gauche et le centre-droit, c'était quasiment le même programme. Vous lui reconnaissez des intuitions fortes, notamment sur l'économie. C'est l'homme le problème ou c'est sa politique ? C'est une absence de conviction forte, c'est-à-dire une absence d'expérience politique. Pour moi, c'est très, très important. Je veux dire, de ne pas avoir été maire élu, de ne pas avoir embrassé des gens, de ne pas avoir consolé des gens, de ne pas avoir fait des réunions à 3 personnes, 4 personnes, pour les entendre, pour les serrer dans ses bras. Il ne connaît pas le pays. Il connaît pas. Mais non, il a des intuitions, comme vous dites, mais il les poursuit en solitaire. Il vient de la gauche et il ne connaît pas bien la gauche, puisqu'il n'a pas compris qu'il y a, dans l'électorat, en tout cas, un désir d'unité qui risque d'être plus fort que les bisbilles entre les partis. Mais ça, c'est la vengeance de Nicolas Domenech. Parce qu'avant la première élection de 2017, il m'expliquait et il nous expliquait que c'était pas possible, qu'il pouvait pas gagner parce qu'il faut militer, parce qu'il faut avoir été élu, parce qu'il faut un parti, parce qu'il faut avoir faire, parce qu'il faut avoir pas. Donc c'est une victoire rétrospective, ce qui est un peu facile. Parce qu'en 2017, Domenech, il s'est fait totalement balayer par Emmanuel Macron qui a gagné. Oui, et sans avoir jamais été élu. La plupart des journalistes politiques, 90% des journalistes politiques, étaient sur cette ligne. Ils ne pouvaient pas gagner parce qu'il n'y avait pas d'expérience. Mais le macronisme, vous le jetez avec Macron ? Ça dépend ce que vous appelez le macronisme. Si, par exemple, ce que je jette, pardon d'insister là-dessus, mais c'est son absence à la grande manifestation
pour la République et contre l'antisémitisme. Oui, comment vous expliquez ça? Pour moi, c'est une faute, mais fondamentale, je veux dire, de quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'était la France. Il a voulu ménager la partie bien sûr, musulmane, il voulait ménager la partie au fond de les banlieues, comme on dit. Hein, Il pensait que les Arabes allaient se manifester si lui, il allait sans prendre en compte. Son explication était extrêmement faible. Hein. Sa seule explication a été de dire... 1, c'est pas à la place du président. 2, faiblesse des faiblesses. Si j'y vais, il faudrait que j'aille manifester chaque jour. Oui, on était dans un contexte extrêmement particulier. En plus, c'était pas une manifestation pour les Juifs, ce qui est absurde. C'est une manifestation pour la République et contre l'antisémitisme. C'était vraiment... Et les organisateurs lui ont tout proposé. Venir sur la terrasse de l'Assemblée nationale quelques minutes, faire comme François Mitterrand, qui, contrairement à la légende, n'a pas manifesté contre Carpentras. Oui, il est venu à la fin. Il est venu à la fin du cortège, il est resté 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il a fait des photos, il n'était pas là. Et il est reparti. Mais là, il y a un manque de sensibilité c'est frappant. Qui est frappante. Parce que le manque de sensibilité, on le voit aussi quand il songe à Laurent Berger. Après avoir tapé pour Matignon, après avoir tapé comme un sourd sur les syndicats, les corps intermédiaires, le fait qu'il n'achetait rien de la réforme des retraites, il lui propose Matignon, mais comment il peut proposer, connaissant la relation si dégradée sans lui proposer vraiment. C'est-à-dire, il lui dit, venez à Matignon, mais Laurent Berger lui dit, mais donc, on pourra revenir sur la réforme des retraites, parce que j'ai quand même manifesté avec les Français qui sont contre, etc. Ah non, pas du tout. Non, pas question. C'était pas sérieux. Et Laurent Berger, qui est un homme honnête, au fond, il pouvait pas dire j'y vais, parce que c'était un piège absolu. Et heureusement, d'ailleurs, un jour, il sortira du coffre où il a enfermé toutes les avanies qui lui ont été infligées. Je veux dire, on s'est très mal conduit. Le pouvoir s'est très mal conduit. C'est pas on, c'est le pouvoir macroniste. Mais alors, pardon, tout le monde a très envie de vous interroger. Laurent. Moi, j'aime bien les anecdotes aussi. Et alors, il y a 2 anecdotes que vous racontez. Un, il a 5 bureaux. Vous expliquez. Ça, c'est la grande obsession de Nicolas Domnac, dont je laisse expliquer. C'est une façon de c'est comme, vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy a 3-4 cerveaux, disait sa femme, sinon plus. Enfin bon, c'est compliqué, je veux dire, d'être quelqu'un... moi, je ne suis pas pour le président normal, tel que défendait François Hollande, mais quand même, il y a une exceptionnalité du personnage qui a besoin, effectivement, au fond, de marquer son territoire intellectuel dans plusieurs lieux auxquels donc certains... Il y en a 2 à l'Élysée, c'est ça? 3. Il y a les 2 à l'étage du président. Oui. Il a récupéré ce qui était celui d'Attali à côté du bureau de François Mitterrand, le bureau du président. Le bureau qui rend fou. Il a un bureau proche de ses appartements privés. Il travaille le soir. Il a le bureau de la Lanterne. Et il a le bureau de Brégançon. Donc ça fait effectivement 5 bureaux. Mais sur le fond, quand même, à l'heure du bilan. Juste une chose. Et vous racontez, alors ça, vraiment l'anecdote de l'anecdote, et je ne sais pas ce qu'il en est en vérité, l'histoire de la gifle dans l'avion. Là, vous avez décortiqué cette affaire. Il faut dire que c'était assez extraordinaire comment la presse française, en l'occurrence, s'est souvenue qu'elle était monarchique, d'une certaine façon. Le nombre de périphrases employées pour ne pas dire que peut-être il s'agissait d'une gifle. On n'est pas sûr, quand même. Non, on n'est sûr de rien. Mais vous pouvez au moins évoquer l'hypothèse. Je veux dire, ce que c'est empressé de faire la presse américaine. Et c'était d'ailleurs une des occasions en plus supplémentaires où Donald Trump nous a humiliés en se moquant de ce président. Et voilà. Donc, mais c'était amusant de voir comment, au fond, on retrouve des réflexes comme ça, alors que... Et vous n'avez pas le fin mot de l'affaire? Personne n'a le fin mot de l'affaire. Sur le bilan, puisqu'on y est, tout le monde a déjà 2027 en tête, vous pensez qu'il y a quand même, au-delà de l'homme, dont on comprend qu'il est particulier, on va dire ça, spécial, c'est démontré vraiment dans le livre, et j'incite le lecteur à regarder, il y a un certain nombre de principes forts sur le coût du travail, sur le fait que l'assignation à résidence, l'égalité des chances, ça, c'est des choses qu'il a complètement oubliées, où vous le mettez quand même à son crédit. Qui n'ont pas été réalisées. Qui n'ont pas été tenues. Il y a un point que vous ne soulevez pas, qui était essentiel pour nous, et une des raisons pour lesquelles on l'a fait. Le RN peut-être. Voilà. Ça, on voulait terminer par ça. Il est obsédé par cette trace qu'il va laisser et empêcher le RN de gagner. Il s'est engagé. Je ne sais pas si lui, il est obsédé. Mais nous, on fait partie des Français qui le sommes, obsédés. Mais vous ne le voyez plus. Cette question de laisser derrière lui le RN au pouvoir doit quand même le tenir. Moi, je suppose que ça le tenaille j'espère que ça le tenaille jour et nuit. Et effectivement, cette idée que
Emmanuel Macron, et qui devra avec Marine son Le Pen, histoire, avec ses engagements, avec ses discours sur l'Algérie, sur la décolonisation, la panthéonisation de Manouchian, etc. On peut prendre des symboles tant qu'on veut, et qui accueille sur le perron de l'Élysée Jordan Bardella ou Marine Le Pen, moi, ça me rend malade. Non pas pour lui, ça me rend malade pour nous et pour la France et pour les Français. Il n'a pas aimé le livre, hein, vous le savez. Non. L'Élysée est furieux. Il vous a écrit un petit mot? Non. Il l'a lu? Rien? Non. Silence radio? Je lui ai mis là une bonne dédicace, Qui bene amat, bene castigat, qui aime bien, châtie Traduction. bien. Ça, c'est pour un latiniste. Ça, c'est sûr. Voilà. Les amoureux déçus de la Macronie. Merci beaucoup. Merci à Maurice Safran, Nicolas Domenac. Néron à l'Élysée, c'est-à-dire chez Albin Michel. Comment il a tout gâché